Donald Trump, est parvenu à duper l'Iran en menant une fausse opération, faisant croire à l'Iran que l'attaque viendrait d'un autre endroit, tandis que la véritable offensive se déroulait par surprise. Grâce à cette stratégie ingénieuse, les États-Unis ont pu pénétrer l'espace aérien iranien sans être détectés. L'objectif était de détruire totalement les installations nucléaires les plus profondes d'Iran, telles que Fordo et Natanz, dissimulées si profondément qu'elles sont pratiquement impossibles à anéantir par des frappes conventionnelles. Les bombes israéliennes n'avaient pas la capacité de pénétration nécessaire pour atteindre les laboratoires souterrains les mieux protégés, enterrés sous près de 100 mètres de roches solides. Dans une montagne au sud de Téhéran, l'installation nucléaire de Fordo était réputée inviolable. Elle avait été conçue non seulement pour l'enrichissement de l'uranium, mais aussi pour survivre à une guerre totale. Alors comment diable les États-Unis ont-ils réussi à détruire un bunker à plus de 100 mètres de profondeur dans la roche solide? Et comment ont-ils dupé l'Iran pour pénétrer son espace aérien sans être détectés? Eh bien mes amis, c'est ce que nous allons vous expliquer. Bienvenue sur la chaîne. Le 13 juin 2025, Israël lança l'une des plus grandes attaques jamais menées contre l'Iran. En moins de 7 heures, l'aviation israélienne prit totalement le contrôle de l'espace aérien iranien. Elle élimina les défenses anti-aériennes, neutralisa les centres de commandement et frappa les laboratoires nucléaires les mieux protégés, éliminant ainsi leurs scientifiques et leurs principaux commandants. L'opération israélienne, Lion ascendant, fut un succès. En 7 heures, Israël accomplit ce que la plupart des pays mettraient des années à planifier, préparer et peut-être jamais à exécuter. Mais un obstacle littéralement profond subsistait. Les installations nucléaires de Fordo et Natanz étaient si profondément enfouies qu'elles défiaient les frappes conventionnelles. Israël avait déjà frappé ces sites le 13 juin, sans parvenir à les anéantir complètement. Ces bombes manquaient de pouvoir de pénétration pour atteindre les laboratoires souterrains. L'installation de Fordo repose à l'intérieur d'une montagne au sud de Téhéran, à environ 80 à 100 mètres sous la surface. Le calcaire et la roche sédimentaire compactée qui la protège sont très denses et résistants, avec des strates épaisses offrant une défense naturelle redoutable contre les bombes classiques. Cette profondeur et cette dureté du terrain rendèrent Fordo quasi inaccessible, nécessitant des armes spéciales. La question se posa alors: comment détruire un bunker enterré à 100 mètres de profondeur? Il nous faut parler des Bunker Busters. En 1991, les États-Unis se posèrent la même question. Comment abattre un bunker en béton enfoui très profondément, défi jamais relevé auparavant? L'explication est la suivante. En 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït pour annexer le pays, s'approprier ses vastes réserves de pétrole et éviter de rembourser les prêts consentis par le Koweït à l'Irak. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis et d'autres nations demeurant inefficaces, une coalition de 35 pays fut formée contre l'Irak. Malgré de nombreuses campagnes aériennes ciblant les infrastructures, ces frappes échouèrent face aux bunkers souterrains fortifiés du régime irakien. Selon certains rapports de renseignement, près de 40 bunkers se trouvaient aux abords de Bagdad, abritant des divisions d'infanterie et des centres de commandement, enterrés de 9 à 15 mètres sous la surface, à l'abri des impacts de bombes standards. Une équipe d'ingénieurs de l'US Air Force, en collaboration avec Lockheed Missiles and Space Company, plancha sur une solution. Le développement d'une nouvelle arme aurait pris des mois, alors qu'une réponse rapide était nécessaire. À la base aérienne d'Eglin, les ingénieurs proposèrent une bombe lourde lancée depuis un B-52 à très haute altitude, suffisamment de cinétique pour percer un blindage extrême. Le défi majeur consistait à fabriquer une enveloppe capable de résister à des impacts violents et de transpercer plusieurs dizaines de mètres de roches et de béton sans se désintégrer. L'idée germa d'utiliser des tubes de canon de 203 mm,
conçus pour supporter les pressions internes d'obus d'artillerie lourde. L'acier de ces tubes, épais et extrêmement résistants, convenait parfaitement. Les tubes furent acheminés de l'armée au chantier de Watervliet, où des machinistes travaillèrent 6 jours par semaine, 24 heures sur 24, pour façonner la coque du pénétrateur. Une fois usinée et finie, la coque fut transférée par C-130 vers Aiglun pour remplissage. Une bombe reçut du béton pour un test de traînée, l'autre des explosifs, en 37 heures d'opération. 290 kg d'explosifs liquéfiés furent coulés et compactés. Chaque bombe fut ensuite équipée d'une tête de guidage laser à l'avant et de stabilisateurs à l'arrière. C'est ainsi qu'émergea la première bombe moderne, capable de transpercer des matériaux denses, béton armé et roches, la GBU-28. Le 24 février 1991, une GBU-28 montée sous un F-111 subit un essai inerte dans le désert du Nevada. Elle s'enfonça à plus de 30 mètres, et le coût d'extraction s'avérant prohibitif, on la laissa là. 2 jours plus tard, la seconde GBU-28, remplie de béton, fut testée à Holoman, Nouveau-Mexique, par traînée de fusée contre une pile de plaques de béton, armée de 6,7 mètres d'épaisseur. Elle les traversa comme un couteau dans la neige et fut retrouvée à plus de 800 mètres. La réussite incita son déploiement en Irak. Le 27 février, 2 F-111 larguèrent ces bombes sur un bunker de commandement irakien, détruisant net le toit et forçant le lendemain un cessez-le-feu de la part de Bagdad. Au fil des ans, les bunker busters furent perfectionnés pour creuser toujours plus profondément, notamment la GBU-37 guidée par GPS depuis un B2 ou la massive GBU-57AB, Massive Ordnance Penetrator, d'environ 13 tonnes, capable de transpercer 60 mètres de sol. C'est avec ces armes que les États-Unis, lors de l'opération Marteau de minuit, neutralisèrent les installations nucléaires profondes de Fordo. Pour y parvenir, il fallait d'abord tromper les défenses aériennes iraniennes. Aux premières heures du 21 juin 2025, une escadre de B-2 quitta la base de Whiteman, Missouri, sous le plus strict secret, se scindant en deux. Un détachement leur s'en alla vers l'ouest, sur le Pacifique, feignant une mission vers Guam ou Diego Garcia pour leurrer radars et services de renseignement iraniens, tandis que le groupe principal, 7 B-2 Spirit, armé de bunker busters, filait vers l'est en direction de Fordo et Ispahan. Dans cette mission de 18 heures, l'appareil, doté d'une soute à carburant de 75 000 litres, effectua 47 heures de vol avec ravitaillement en vol par KC-135, scrutant furtivement l'espace aérien adverse grâce à son profil furtif, sa structure absorbant les ondes radar et ses moteurs intégrés, masquant les signatures thermiques. À 18h40, heure de la côte est américaine, soit 2h10 à Téhéran, 2 GBU-28 furent largués sur Fordo. Dans les 25 minutes suivantes, 14 GBU-57 percèrent Fordo et Ispahan, tandis que des missiles de croisière en mer frappaient Ispahan avec une précision chirurgicale, ciblant crêtes montagneuses et entrées de tunnels. Les images satellites post-frappe révèlent 3 des 4 accès principaux mis hors d'usage par d'amples cratères. Mission accomplie. Les B-2 quittèrent l'espace aérien iranien aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Les États-Unis n'avaient pas seulement surpris le monde, ils affirmaient leur puissance. Le message fut clair pour Vladimir Poutine, jusque-là peu impressionné par les tentatives de médiation de Donald Trump dans le conflit russo-ukrainien. Qui s'y frotte s'y pique. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Pour découvrir comment Israël a attiré 20 commandants iraniens dans une réunion factice ciblée par un missile, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.